Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là encore une fois de plus pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est votre chaîne de toujours au Congo Afrique Conscience TV. Nous sommes là pour éveiller les consciences de nos compatriotes afin de prendre le destin de leur pays et en réagissant dans les sens tel que tout un chacun attend de l'autre pour consolider les intérêts de notre pays, de notre cher pays. Chers compatriotes, nous allons parler, vous le savez, il y a eu la sortie médiatique de messieurs de l'opposition, à l'occurrence M. Prince Epengue. Il a donné une interview à une chaîne au centre TV 282, si je ne m'abuse pas. Donc cette chaîne-là est connue. Et puis il y a des journalistes de taille qui lui posaient certaines questions conformément à cette ville, à cette fameuse ville morte telle qu'elle a été prononcée par l'opposition telle que nous les connaissons chez nous. Vous le savez, Prince Epeng, c'est le porte-parole de ICD de M. Fayoulou, qui revendique de ne pas aller au référendum tel que les demande le peuple congolais. Et s'y opposent et n'ont pas d'argument pour s'y opposer. Et même quand ils revendiquent l'article 64, et même s'ils se trahissent par cet article 64 qu'ils n'arrivent pas à interpréter convenablement. Chers compatriotes, il a été éclaboussé par ces journalistes. Vraiment, si les gens n'avaient pas honte, il n'a pas été à la hauteur de ce débat. Vous avez savé, nous avons suivi Selakine, il ne maîtrise pratiquement rien de la politique. Il ne maîtrise rien de ce qui se passe dans notre pays. En plus, l'interprétation même de l'article, il n'est pas capable de le faire. Chers compatriotes, sans beaucoup tarder, je vous laisse suivre comment il a été humilié par ces journalistes de haut rang qui lui posaient des questions simples. Il n'a pas pu garder son calme et puis et le voilà, il a explosé par des émotions. Et il n'a pas donné, n'était pas à la hauteur de sa tâche. Chers compatriotes, je vous laisse suivre. Ça dit toutes ces déclarations, ça confirme l'homme lui-même tel qu'il est, ce niveau de compréhension des choses. Comprenez. Grands hommes politiques, hein, mais aujourd'hui j'ai l'impression que, j'ai envie de te dire, c'est bien dommage pour la RDC aujourd'hui, parce que ce qu'on voit, ce qu'on nous pond aujourd'hui sur le plateau, ça me désole. Et vous savez que quand quelqu'un manque d'arguments, hein, n'arrive pas à prouver sa démarche, il est toujours dans la provocation un tout petit peu. Mais je ne descendrai pas à ce niveau-là. Mais j'aimerais que M. Epengue prenne un stylo et qu'il écrive. On va interpréter un peu l'article 64 de la Constitution. On va aller comme ça, puisqu'il a voulu que ce soit ainsi. L'alinéa premier. J'ai envie de vous dire, monsieur Epé, vous avez évoqué que le président Tshisekedi exerce le pouvoir en violation de toutes les lois. Et aujourd'hui, vous êtes incapable, vous serez incapable. Je vous mets au défi de me dire, de me citer une seule disposition juridique de votre pays que le président Tshisekedi a violée. Ça, c'est la première question que je vous pose. Et puis, je reviens sur l'article 64. L'article 64, alinéa premier, normalement, concerne des hypothèses, concerne essentiellement, d'un point de vue juridique, des hypothèses où il y a un coup d'État, donc la prise de pouvoir par la force, il y a usurpation du pouvoir, où il y a exercice sous prise du pouvoir en dehors du cadre constitutionnel. Si on essaie de l'appliquer en l'espèce, puisque c'est ça qui constitue le fondement de votre coalition, appliquons cet article en l'espèce. Le président Tshisekedi a été élu, vous l'avez même rappelé qu'il a prêté serment, donc il a été élu. Et deuxièmement, les députés qui ont déposé cette proposition de loi sont issus du suffrage universel. Ils ont été élus, donc c'est leur travail, c'est leur travail.
Et vous avez un gouvernement qui est en place, qui procède d'une majorité issue des élections législatives. Donc les institutions aujourd'hui fonctionnent conformément à la Constitution. Vous dites que le président Tshisekedi serait dans l'illégalité dans la mesure où il y a une proposition de révision qu'il tenterait de réviser ou de changer la Constitution. Parlons de la révision. Je pense que vous avez lu la Constitution de votre pays, l'article 218 de votre Constitution. Cet article ne donne-t-il pas le pouvoir d'initiative de révision au président de la République? Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision au Parlement. Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision au gouvernement. Cet article ne donne pas le pouvoir d'initiative de la révision à 100 000 Congolais par voie de pétition. C'est constitutionnel. Donc, en aucun moment, il est dans l'illégalité. Donc, c'est vous qui évoquez l'article 64 qui ne comprenez pas en vérité le sens de cet article. Je m'aimerais encore vous interpeller sur un fait. Quand le président Fayoulou dit, et il a dit à plusieurs reprises, que le président Tshisekedi sera en intelligence avec Kagame à l'Est, sera en intelligence avec Kagame. Autrement dit, pour vous, le président Tshisekedi serait dans une espèce de haute trahison. Où est le sérieux dans votre démarche? Où est le projet dans votre démarche? À la réalité, vous, votre démarche, et vous n'avez qu'un seul projet, c'est Tshisekedi doit partir, en vérité, ou sinon provoquer une espèce de dialogue. Mais vous occultez des questions essentielles à l'Est. Et le doyen Mafimba, tout à l'heure, vous a dit qu'il y a eu la guerre, il y a la guerre à l'Est. En aucun moment, vous avez organisé une manifestation pour appeler, ou ne serait-ce qu'à la désobéissance civile, pour pointer du doigt cette crise à l'Est. Vous ne l'avez jamais fait. Et aujourd'hui, ce qui avalise en quelque sorte votre projet, votre coalition, c'est des Nanga, c'est des Kabila qui l'avalisent. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui êtes dans la haute trahison, donc qui tombez là directement sous le coup de la linéa 2 de l'article que vous évoquez, puisque vous, votre logique, c'est finalement une logique de déstabilisation des institutions. Parce que si vous contestez juste le projet, la proposition de révision de la Constitution, ça peut s'entendre. Mais dire que ce projet a pour, cette proposition a pour ambition de faire, enfin, je dirais, d'accorder au président Tshisekedi peut-être un troisième mandat, à ce moment-là, vous contestez le travail institutionnel du Parlement. Donc vous êtes que dans la contestation, Et pour finir, madame, lui dit qu'il n'y avait pas de véhicules brûlés, il n'y avait pas de Wewa brûlés, etc. Mais nous, il y a eu des pneus brûleux. Ce qu'il est à Kinshasa sur place et qu'il a le monopole de tout ce qui se passe là-bas, mais il doit savoir que ce monde, et le doit la rappeler, il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Et comme lui, il était à Kinshasa, comment est-ce qu'il a su qu'à Lubumbashi, il y avait une ville morte? Il n'y était pas sur place. Comment est-ce l'a su? C'est qu'il il y a eu des voies de communication. Ben, nous aussi, c'est pareil. On reçoit les mêmes informations. Et aujourd'hui, nous, on a vu qu'il y a eu des motos ou des wheels qui ont été brûlés, qui ont été même renversés. Et lui, il a appelé implicitement à ce que ces véhicules soient brûlés. Et donc, là encore, que le procureur de la République m'entende et qu'il soit interpellé. Parce que ça, c'était un appel au désordre, trouble à l'ordre public, et non à la désobéissance civile. Débordé. Et la crise sanitaire. Et aussi à monsieur Epengue, qui lui dit que le problème n'est pas celui de la révision de la Constitution, mais plutôt du changement, et il parle de troisième mandat. Je voudrais vous rappeler que quand on parle de changement, si changement il y a, on parlera plus de troisième mandat. Ça, il faudra que vous l'intégrez. Et pour terminer, vous êtes en train de vous dédire de tout ce que, de vos acquaintances avec Joseph Kabila. Mais je vous rappelle que le président Martin Fayulu a signé en 2005 un mémorandum avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, sur le plan politique, il y a une convergence politique qui est évidente sur plusieurs de vos revendications. Donc ça, j'aimerais bien le souligner, puisque vous semblez tout renier. Les journalistes donnent des leçons à M. Epengue, lui instruit même la Constitution dont nous régit la loi fondamentale. C'est comme s'il n'a pas la maîtrise de cette loi. Même si on doit être militant de l'opposition, de toute façon, il faut se confier au texte, il faut se rallier au texte sur lequel même ils défendent. Chers compatriotes, c'est désolant
c'est désolant. Donc, on n'a rien à parler de cette opposition des pacotilles et plus encore, c'est au peuple de trancher. Si aujourd'hui le peuple se décide d'aller au référendum et de mettre de côté cette constitution, donc on n'a pas l'envie de consulter l'opposition. Donc c'est elle-même qui doit subir de cette énième fois la réaction du peuple congolais devant son destin. Donc, quand le peuple se réunit pour défendre ses intérêts, il n'y a aucune personne qui peut les étouffer. Chers compatriotes, nous poursuivons puisque nous allons parler des différents points. Et il y a Massad Boulos, vous le savez, il est le conseiller du président Trump sur l'Afrique. Il a accentué en disant qu'il a paraphrasé M. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, concernant les accords qui ont été signés entre le Rwanda et la guerre qui persiste à l'Est, et les troupes rwandaises et le Kagame ne veulent pas retirer ses troupes. Et vous le savez que Marco Rubio, l'administration Trump a donné l'ultimatum à M. Kagame de pouvoir faire sortir ses troupes à l'Est de la République. Et Massad Boulos l'a confirmé, lui a encore adressé le message comme quoi il n'y a rien à discuter là-dessus. Il doit nécessairement faire partie de ses troupes à l'Est de la République, car le temps est révolu pour y rester. Donc, il y a une pression considérable de la part des États-Unis. C'est on voir si cela pourra vraiment, si cet homme pourra accepter de partir. Et nous avons remarqué qu'en dehors, juste après, il y a l'Union européenne qui entête encore une fois Kagame, qui lui dit, voilà, vous n'avez rien à répondre, il faut mettre obstacle à ce retrait des troupes à l'est de la République démocratique du Congo, sans qu'il y ait un accord préalable entre les deux chefs d'État, c'est-à-dire entre Kagame et le président de la République, en dehors des accords qui ont été signés aux États-Unis. Et vous le savez que le président de la République a toujours dit niet, il ne peut pas y avoir encore une énième rencontre dans ce cadre-là. Et malgré qu'il y a des consultations pour essayer de convaincre le président de la République, vous le savez, dernièrement quand ils étaient au Kenya, à Nairobi, lors de leur forum, ils ont essayé, Macron a dit qu'il fallait que les sanctions adressées à l'armée, certaines autorités RDF, que ça ne constitue pas un élément principal pour agénuer les Rwandais. Il faut que le président Kagame et le président de la République puissent se rencontrer dans un dialogue franc et structurant. Mais, vous le savez, nous avons déjà défini un cadre, et ce cadre ne peut pas encore créer un autre cadre de discussion entre les chefs d'État. Le président de la République a toujours insinué que le Kagame doit nécessairement quitter l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il y a un cadre qui a été défini pour ramener les M23, c'est pas par cas dans les centres de formation et d'autres qui sont accusés par les viols, les massacres et seront jugés par les tribunaux concernés. Donc, tout a déjà établi. Mais on cherche toujours les fonds fouillants pour donner cutus, pour donner des béquilles à M. Kagame. Et voilà, l'Union européenne, par Emmanuel Macron, qui appelle la Belgique et d'autres pays, la Pologne, et ainsi de suite, pour qu'on puisse dire à Kagame, enfin, de ne pas enlever ses troupes à l'est de la République et résiste. Vous voyez ce que c'est fait, mes chers compatriotes. Mais
Nous espérons que c'est une machination qui ne pourra pas aboutir à quelque chose. Mais nous sentons que sur le terrain, les choses sont autrement, puisque Kagame ne comprend pas le langage diplomatique, il essaie un peu de renforcer ses troupes. Nous avons constaté qu'au niveau de Katogota, il y a des troupes rwandaises qui se sont renforcées à ce niveau-là pour essayer de voir dans quel cadre ils peuvent même attaquer Uvira. Hier, on a remarqué même qu'il y a des camions qui sont venus par Ngomo remplis de munitions jusqu'à Katogota. Et il y a un arsenal lourd au niveau des Kamanyola qui est venu du Rwanda. Tout cela prépare quelque chose qui, au jour à venir, nous pouvons le constater. Et compte tenu de ce que le Macron est en train de l'entêter, en fait, de ne pas accepter de partir de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Tout cela, chers compatriotes, c'est pour pérenniser le mal, essayer de faire le mal à la République démocratique du Congo. Et nous le savons juste que dès que les choses persistent, je crois que les États-Unis ne manqueront pas d'autres mesures contraignantes pour pouvoir les faire emballer de la République démocratique du Congo. Et nous avons suivi aussi au niveau des Minembwe. Et au niveau des Minembwe, il y a les Twirwaneho et puis les RDF M23 AFC qui s'entretuent entre eux, puisque Twirwaneho voulait se rendre à la force loyalistes et le FARDC, puisqu'ils ont senti, ils ont dit aux autres qu'ils remarquent qu'ils ont perdu la guerre. Et comme ils ont perdu la guerre, ils ne peuvent pas continuer à se faire tuer pour rien, il fallait qu'ils se rendent. Maintenant, les RDF disent non, vous ne pouvez pas vous rendre dans ce cadre ici, nous devons nécessairement nous battre jusqu'à la dernière goutte du sang. Maintenant, les autres n'ont pas voulu, ils se sont entretués. Ils se sont jetés des balles, et voilà que tout cela, toutes les choses ne sont pas maîtrisables par Kagame. Et que si une fois il s'entête, je crois que tout cela, ça va revenir à ce qu'il puisse même perdre son pouvoir. Chers compatriotes, nous pouvons suivre de très près, et nous avons suivi aussi qu'au niveau de Rubaya, les choses s'accentuent. Les Wazalendo n'ont pas baissé les bras et il y a des attaques coordonnées pour pouvoir reprendre le centre de Rubaya. Donc, le Rubaya est en fait actuellement. Et nous espérons qu'avec les nouvelles unités qui sont venues, ils peuvent facilement renforcer les hiboux qui sont sur place et les Wazalendo, et qu'il y a l'artillerie aérienne pour appui, et cela pourra donner une ouverture fiable afin de rentrer dans Rubaya et de récupérer cette partie. Une fois qu'on ait pris Rubaya, donc, et que tous ces environs consolidés par les Wazalendo et les forces armées congolaises, cela pourra nécessairement couper court à tous ceux qui veulent encore pénétrer et qu'il n'y aura pas l'appui à l'interne, ça sera difficile qu'ils puissent percer jusqu'encore à Rubaya. Et cela, c'est une source financière de Kagame. Et une fois interrompue, je crois que les choses pourront donner une autre image, hein, chers compatriotes. Donc, cela étant, je crois que nous allons essayer de vous faire voir ce qui se passe concrètement au niveau de ces deux coins. Ces deux coins, chers compatriotes. Le cité de Rubaya, suivez, chers compatriotes. De retour. Des mouvements de troupes majeurs sont signalés autour de Rubaya. Que se passe-t-il réellement sur le terrain? Attention, rien n'est encore confirmé. Nous cherchons la vérité. Nous sommes en contact direct avec nos sources pour vous apporter des informations vérifiées. La pression s'accentue sur le M23. Plusieurs rebelles rwandais
ont été capturés vivants lors des combats, tandis que des armes et équipements militaires ont été récupérés. Une situation qui illustre l'intensité des affrontements autour de cette cité minière stratégique du Nord Kivu. Nous vous emmenons sur le front de la guerre dans la province du Kivu, sur les hauts plateaux, à Minembwe. Les informations qui nous parviennent de Minembwe, mes frères, sont très bonnes, vraiment excellentes. Et nous tenons absolument à rester avec vous du début à la fin pour que vous sachiez quelle est la situation là-bas, à Minembwe, car les violences y ont éclaté, c'est-à-dire que les choses ont changé. En effet, jusqu'à présent, AFCM 23 et les Twirwanéo sont en train de s'affronter. Vous entendez que, selon les informations en ma possession, je ne préfère pas les mélanger avec d'autres sujets, car cette affaire mérite que nous nous y attardions sérieusement et que nous en parlions longuement, pour savoir ce qu'il en est, comment cela s'est produit et pourquoi ils ont commencé à s'entretuer. Origine et contexte des affrontements. Alors, comment les choses se sont-elles passées? Depuis les heures de la nuit, vous savez que, tout d'abord, le gouvernement les a bombardés. Il les a lourdement bombardés dans les zones qu'ils occupent à Minembwe Centre et dans les environs où ils avaient leur position. Mais avant de vous raconter comment cela s'est passé pour qu'ils commencent à se battre entre eux, laissez-moi vous informer qu'au moment même où le gouvernement bombardait Minembwe Centre, des opérations terrestres ont été lancées simultanément. C'est alors que les commandos des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, ont attaqué. Lorsqu'ils ont attaqué, les combats se sont déroulés très près des habitations des leaders des Twirwanéo, à savoir Azarias Ruberwa et un certain Moïse, ainsi que Nyarugabo. Nyarugabo, je pense que vous le connaissez, c'est un ancien député, un authentique Munyamulenge, qui s'oppose farouchement au gouvernement en affirmant qu'ils se battent pour leurs droits, alors qu'il ne s'agit en réalité que de mensonges. Les combats ont eu lieu près de leur maison, et je sais qu'ils ont bombardé tout près. Bien qu'ils ne les aient pas détruites, les bombes ont bel et bien touché les abords de la maison de Nyarugabo lui-même. Mais vous entendez que c'est tout près, et si cela ne s'est pas réglé cette nuit, cela pourrait continuer demain ou après-demain, car, pour le moment, depuis que les FARDC ont annoncé, après les avoir informés par drone, qu'ils devaient déposer les armes, parce que les opérations allaient commencer pour traquer quiconque est considéré comme rebelle, la peur s'est installée. Une vive panique règne désormais parmi les combattants de AFCM 23 et des Twirwanéo. Après ces affrontements, ils ont dû battre en retraite et planifier la suite de leurs opérations, à savoir AFCM 23 et les Twirwanéo. Vous savez que les Twirwanéo sont ces soldats qui sont là depuis longtemps. Ils étaient dans ces zones des hauts plateaux. Ce sont uniquement des Banyamulenge. Ce sont ces Banyamulenge qui résident au Congo depuis longtemps. Ceux-là même qui se battaient principalement pour la cause des Banyamulenge, s'opposant aux Maï-Maï et consorts, mais nous ne allons pas revenir sur l'histoire. Quant à ceux de AFCM 23, ce sont ceux qui sont arrivés très récemment. Ces Rwandais venus s'installer pour piller les ressources, propager la guerre et semer la terreur parmi les habitants de l'Est du Congo. Ils ont commencé par Rutshuru, puis sont descendus commettre des exactions à Kishiché, avant de continuer leur progression par Mugoma jusqu'à Bukavu. Et c'est ainsi qu'ils sont venus s'allier aux Twirwanéo, ici à Minembwe. Division interne et volonté de reddition. Une fois les combats de la nuit terminés,
ils ont planifié leurs prochaines opérations. Mais avant même de pouvoir s'organiser, ils ont été saisis d'une grande peur, mes frères. Ils ont été pris d'une immense panique. Et vous savez que lorsqu'un soldat a peur et qu'il est complètement désorienté, il ne peut plus mener à bien sa mission. C'est ainsi que de nombreux membres des Twirwaneho, parmi les Banyamulenge, ont déclaré qu'il était préférable de se rendre. Prenez tout à fait judicieux pour eux de se rendre, car ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas gagner cette guerre. Ils voyaient bien qu'il y avait des pères, des mères et des enfants à proximité, là-bas, à Minembwe Centre. En effet, vous savez que lorsque le gouvernement mène ses opérations, les combattants de la FCM 23 et des Twirwaneho se cachent souvent dans les maisons des civils afin de pouvoir prétendre devant la communauté internationale que le gouvernement bombarde les habitations de la population. Ils ont donc compris que les FARDC étaient déjà sur place, jusque dans ces habitations, et ils se sont dit « Nous risquons de perdre beaucoup de choses, à savoir les maisons des civils, de nombreuses vies humaines parmi les populations civiles, et nous, les soldats, nous ne voulons pas perdre la vie, car les FARDC sont arrivés avec des opérations d'envergure et des troupes d'élite, nous ne pourrons pas échapper à cette guerre. » C'est alors qu'ils ont commencé à dire à ceux de la FCM 23 qu'il fallait absolument se rendre, car ils n'avaient plus d'autre choix ni d'autre issue. La seule solution était de se rendre pour voir ce que les FARDC feraient, espérant qu'elles auraient pitié d'eux et diraient « D'accord, déposez les armes, nous ne vous emprisonnerons pas. » Ils ont donc pris leur décision, estimant qu'il valait mieux se rendre. Prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Merci pour votre soutien. Cependant, lorsque cette proposition est parvenue aux membres de la FCM 23, ceux qui étaient là depuis le début ont refusé. Ils ont dit « Non, ce n'est pas ce que nous voulions. » Même si vous prétendez vous battre pour vos droits, il est évident qu'ils ne se battaient pas pour la même cause. En effet, vous savez que ces Rwandais de la FCM 23 prétendaient être venus pour traquer les FDLR, ce qui n'est qu'un prétexte affiché à l'extérieur, car nous savons secrètement qu'ils ne cherchent qu'à piller les richesses du Congo et à progresser pour s'accaparer toutes les ressources du pays et tout voler. C'est pourquoi ils ont refusé et ont déclaré « Saisissez cette opportunité pour retourner chez vous, mais nous ne pouvons pas nous rendre. » Car vous les connaissez, ce ne sont pas des gens susceptibles de se rendre. Ceux qui se rendent sont généralement ceux qui ont été enrôlés de force et maltraités, ceux qui ont été contraints de porter l'uniforme, car ils ont fini par comprendre l'idéologie du Rwanda qui consiste à les militariser de force pour ensuite servir les intérêts de leur pays, le Rwanda, alors qu'eux-mêmes, ici au Congo, ne recevront absolument rien. Ce sont ceux-là qui se rendent souvent. Mais quelqu'un qui est venu directement du Rwanda ne peut pas se rendre ainsi. Au lieu de se rendre, il préfère retourner chez lui. C'est là que le problème s'est posé. C'était là la première cause que nous connaissons pertinemment grâce à nos sources internes. D'autres rumeurs que vous entendez affirment qu'on leur avait demandé de s'emparer de la ville d'Uvira. Les Twirwaneho auraient alors refusé, objectant qu'ils avaient déjà perdu beaucoup d'hommes lors des précédentes tentatives pour prendre Uvira. Le fait d'avoir perdu beaucoup d'hommes est tout à fait vrai. Vous savez que lorsqu'ils se sont battus pour entrer dans la ville d'Uvira, même s'ils le voulaient, les combats restent les combats. Ils ont perdu de nombreux soldats dans cet affrontement, ainsi que de nombreuses femmes qu'ils obligeaient à transporter des munitions sur leur dos, sans oublier les pères et les enfants qui devaient acheminer les armes pour les aider, ce qui a causé de lourdes pertes humaines. Mais ce n'est pas la véritable raison de leur affrontement de cette nuit. La seule et unique raison est que les Twirwaneho ressentent le besoin de se rendre. Ils veulent absolument intégrer les FARDC et être traités équitablement, car ils ont réalisé à quel point ils étaient manipulés. Ils voient comment la FCM 23 continue de les manipuler en servant ses propres intérêts,
sans qu'eux-mêmes n'en tirent le moindre bénéfice. C'est la raison principale. Les Twirwanéo ont alors voulu faire défection et ont dit « Si vous n'êtes pas d'accord, que chacun reprenne sa liberté. Nous allons nous rendre à notre gouvernement et nous adresser à Félix-Antoine Tshisekedi pour que la paix nous soit accordée. » Le président lui-même a d'ailleurs déclaré que les Banyamulenge sont de véritables Congolais. Si la paix nous est accordée, et vous savez que de nombreux émissaires envoyés à Minembwe par le président Félix-Antoine Tshisekedi ont été bien reçus et leur ont apporté les présents que le président leur avait destinés, ils ont compris dès lors que Félix n'est pas l'ennemi des Banyamulenge. Il est donc préférable qu'ils déposent les armes afin de collaborer avec le gouvernement en place pour que les activités reprennent sans entrave, que les marchés rouvrent et que l'élevage du bétail se poursuive comme d'habitude. Ayant pris conscience de la réalité, ils ont dit « À présent, il est préférable que nous nous tournions vers le gouvernement. Nous savons que Tshisekedi est un père et qu'il nous accueillera. » Ils refusent ainsi d'être plus longtemps manipulés par le régime rwandais. C'est alors qu'ils ont voulu faire défection. Voyant cela, la FCM 23 a décidé de leur tirer dessus pour les empêcher d'aller se rendre. Ils leur ont dit qu'au lieu d'aller se rendre et de révéler la vérité sur la situation réelle, de dévoiler nos projets et de trahir nos secrets, il valait mieux qu'ils soient exécutés sur place. Ils ont préféré provoquer un affrontement pour qu'aucun d'eux ne puisse arriver à destination, pensant pouvoir faire croire qu'il s'agissait de combats contre les FARDC dans lesquels ils auraient trouvé la mort. Heureusement, nos sources internes étaient vigilantes et à l'écoute pour que ces informations parviennent aux Congolais. Vous entendez à quel point la situation là-bas demeure critique et ce sont les habitants civils qui continuent de faire les frais de cette guerre. C'est ainsi que tard dans la nuit, aux environs de 3 ou 4 heures du matin, les affrontements ont éclaté entre eux. Ils se sont affrontés directement. Jusqu'à présent, vous vous doutez bien qu'il y a des pertes en vies humaines et de nombreux blessés, tant du côté des Twirwanéo que de la FCM 23. Cela va inévitablement les décourager et permettre aux FARDC de mener à bien leurs opérations sans difficulté. En effet, du fait de leurs divisions internes, certains vont fuir d'un côté et d'autres de l'autre, et les forces qu'ils unissaient lorsqu'ils étaient ensemble vont se disperser. Cela permettra aux FARDC de progresser sans encombre et de reprendre le contrôle de ces zones sans tarder. C'est pourquoi nous sommes nombreux à lancer un appel pressant aux FARDC pour qu'elles interviennent directement au milieu de leurs affrontements et les dispersent jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite. Car une fois que les FARDC interviendront, ils n'auront d'autre choix que de fuir. Ils abandonneront ces zones, laissant les FARDC protéger les populations civiles. Quant aux rebelles, s'ils veulent s'entretuer, qu'ils le fassent là-bas, puisqu'ils sont soldats et connaissent leurs propres secrets, ou qu'ils s'en aillent définitivement. Le jour où les membres des Twirwanéo exprimeront le souhait de revenir, les FARDC seront là pour les encadrer et les réintégrer à la vie civile. Voilà comment la situation évolue dans la région de Minembwe. Vous savez que cela dure depuis de nombreux jours. Les FARDC poursuivent leurs attaques et leurs bombardements sur plusieurs positions rebelles, en veillant à cibler précisément leurs installations sans impacter les populations civiles. C'est une attitude qu'il convient de saluer de la part du gouvernement et des FARDC, car cela démontre leur courage et leur dévouement envers les citoyens et la société civile. Vous avez suivi vous-même ce qui se passe au niveau des Minembwe et nous encourageons les FARDC afin de passer à la vitesse supérieure et puis de maîtriser tous ces ennemis de la République démocratique du Congo. Cela étant, chers compatriotes, nous avons ainsi parlé des points essentiels. Nous avons aussi suivi la nomination du général Kassongo
d'un général qui va en remplacement de M. Luboya Kachama à Ituri. Il s'agit de donc, le général Kasongo Mulumba Katoka Gabi, qui a été nommé par le président de la République en remplacement de M. Luboya Kachama à Ituri. Bon, cela étant, nous disons que s'il est loyal, ok, nous ne pouvons pas nous opposer à la nomination du commandant suprême, et puis bon, peut-être il est bien informé pour prendre cette décision. Nous croyons que cet homme sera à la taille des événements qui se passent à Ituri. Donc nous ne voulons pas que demain après-demain, qu'il soit aussi en convenance avec l'ennemi pour que Ituri tombe. Donc nous estimons que toutes les précautions ont été prises pour que cet homme reste loyal et défende le territoire d'Ituri. Monsieur le général Luboya Kachama, il n'a pas démérité. Vous savez ce qu'il a, il a toujours défendu. Vraiment, c'est un soldat loyal à la patrie. Nous estimons que ne tardera pas à lui nommer pour des postes aussi encore supérieurs qui il pourra mieux encore servir le pays pour se débarrasser de tous ses ennemis de la République. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous disons merci à tous et nous vous demandons de liker, de partager avec les autres tout ce que nous faisons comme effort afin que nous puissions avoir le courage de faire mieux. S'il y a des critiques, n'hésitez pas de le faire, ça nous permettra de nous améliorer davantage. Sur ce, je dis bonsoir chez vous et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tous nous vaincrons. Merci.